Marc Fesneau, une canicule est annoncée. Est-ce que ça peut être dangereux pour un gouvernement, une canicule? La question n'est pas tant que ce soit dangereux pour un gouvernement. Je pense que c'est dangereux pour un certain nombre de publics fragiles. Je pense aux personnes âgées. Je pense aux jeunes, nourrissons en particulier. Et puis je pense à ceux qui travaillent à l'extérieur. On est encore dans une saison... Au mois d'août 2003, on était dans une période où les travaux extérieurs, où les entreprises étaient plutôt à l'arrêt. Là, cette canicule va intervenir à un moment où il y a encore beaucoup de travaux de voirie, de bâtiments publics, etc. Et donc la mobilisation du gouvernement est pleine et entière pour édifier d'ailleurs de ce qui s'est passé depuis 2003. Il y a eu des tas de choses qui ont été faites, hein, la climatisation d'un certain nombre de salles dans les EHPAD. On se rappelle les nombreux morts points de vigilance. 2003. Moi, dans ma propre commune, celle qui m'a succédé me disait qu'on lui avait indiqué les personnes qu'il fallait un peu surveiller parce qu'elles étaient plutôt à Marche Noire, qu'elles étaient plutôt isolées socialement. Tout ça, c'est des éléments nouveaux qui permettent de mettre en veille et en éveil chacun. C'est à la fois une mobilisation des services publics, des services de secours, que je salue au passage parce que tout est prêt. A priori, tout est prêt. Après, vous savez, on verra l'intensité de cette canicule. Manifestement, elle sera assez forte. La question, c'est sa durée. On nous annonce plutôt qu'elle devrait s'estomper à partir de vendredi ou samedi, Oui, mais il n'y a pas de certitude. Donc, ça nécessite une vigilance de tous les instants des services publics et puis une vigilance de tous les instants de tous les citoyens. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un dont on a le sentiment qu'il ne fait pas attention à s'hydrater, pas attention à se mettre, on puisse appeler qui à la mairie, tel ou tel service pour faire en sorte que l'attention... C'est un moment d'attention collective, les moments de canicule. Et puis je pense aussi à ceux, parce qu'on y pense souvent l'hiver, et à ceux qui vivent dehors, qui sont souvent les premières victimes, et sans domicile fixe, qui sont souvent les premières victimes de ces moments de canicule aussi. Donc il y a tout ça, c'est un point de vigilance collective qu'il faut avoir. Mais la ministre Buzyn, le Premier ministre, la ministre du Travail, enfin tous les ministres sont en pleine mobilisation pour faire en sorte que cet épisode de canicule se déroule, si je peux dire, au mieux. On va parler du Parlement, hein, autre sujet, avant de parler des textes à venir dans les prochaines semaines. Et ils sont nombreux. Un mot sur le calendrier. La session extraordinaire commence lundi prochain. Est-ce que vous savez quand elle prendra fin ? Au plus tard, a priori, quand je dis a priori, c'est une quasi-certitude, à la fin du mois de juillet. Après, tout dépendra d'un certain nombre de commissions mixtes paritaires. On a une commission mixte paritaire conclusive sur la santé, une commission mixte paritaire conclusive sur l'école. Ça dépend aussi évidemment de ces navettes qui se déroulent ou qui ne se déroulent pas et qui détendent ou retendent le calendrier parlementaire. L'idée que nous avions, c'était de terminer la navette de textes importants. Je pense à la loi d'orientation mobilité, j'ai cité école et santé. Il y a la loi fonction publique qui est encore en examen au Sénat cette semaine. Et puis un certain nombre de textes qui ont moins été visibles, mais je pense au texte sur l'Alsace, je pense au texte sur l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a été voté la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'autres textes. Et puis, à l'Assemblée nationale, va débuter le texte sur l'énergie et le climat. Et puis, il viendra ensuite au Sénat. Donc, c'est quand même des textes importants qu'on essaiera de clôturer au mois de juillet. Et puis, s'ils ne sont pas clôturés au mois de juillet, pour certains, ils reprendront au mois de septembre. En septembre, quand ? Vous avez une date de reprise ? On n'a pas de date précise, mais... première quinzaine, enfin fin de première quinzaine ou début de suivante, on est dans ces horizons-là, mais c'est une prérogative, comme vous le savez, du président de la République. Et donc le président de la République convoquera au gré aussi de ce qui se sera passé au mois de juillet. C'est pas encore décidé. Quand on voit que la loi mobilité, ça a commencé en février, ça va s'achever au mieux en juillet, la grande loi fondatrice de la seconde partie du mandat, c'est la réforme des retraites. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, c'est pour quand ? Parce que le calendrier est bien bouché. Cette loi, c'est celle que les Français attendent. Quand est-ce que vous allez pouvoir la programmer ? Bon, je crois qu'il y a plusieurs lois qui étaient attendues par les Français. Ceci dit, cette loi-là est une réforme de systémique, comme on dit. Au mois de juillet, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, présentera les conclusions du travail qu'il a fait depuis quasiment 18 mois désormais, en dialogue avec les organisations syndicales, avec le terrain, avec les Français, pour donner les grands principes de son texte, les grands principes de cette loi. Et puis, on est sur un horizon qui sera au tournant de l'hiver. Vous citiez la loi mobilité en disant présentée au mois de janvier-février et votée au mois de juillet. C'est pas un délai fou, hein, 6 mois pour voter une loi de cette ampleur-là. Après, on verra dans le calendrier parlementaire à quel moment on peut le faire. Ceci dit, la loi d'orientation sur les retraites est une loi importante parce que c'est une loi qui nous projette sur plusieurs années, plusieurs décennies. L'objectif étant d'ailleurs d'avoir une réforme suffisamment profonde, mais en même temps une réforme qui se déroule dans le temps. Il n'est pas question d'organiser des ruptures violentes. Il faut qu'on ait une perspective pluridécennale pour faire en sorte qu'on puisse voir et que chaque citoyen puisse voir en conscience quelles sont les annuités dont il aura besoin. Ça sera après les municipales, très clairement. On verra. On n'est pas obligé de se caler uniquement sur le calendrier des municipales.
Mais est-ce qu'il y a de la place on nous avait beaucoup dit. Vous connaissez le calendrier parlementaire par cœur. Est-ce qu'il y a de la place avant pour cette réforme des retraites? Il peut y avoir de la place, mais ça dépendra là aussi, si je peux me permettre, c'est pas pour éluder votre question, mais des navettes qu'il pourra y avoir sur les autres textes que nous aurons. Le texte bioéthique va arriver, on va en parler sans doute après. Il y a un premier texte sur les collectivités locales présenté par Sébastien Lecornu qui va venir aussi à la rentrée, évidemment au Sénat, puisque constitutionnellement, c'est le Sénat qui doit l'examiner en premier. Donc on verra à ce moment-là les navettes, mais on nous avait parfois dit ne faut pas faire la réforme de la fonction publique avant les européennes. Et vous voyez, nous avons pu faire le texte. Donc on n'est pas seulement avec comme horizon l'horizon électoral. La réforme, elle n'attend pas forcément les horizons électoraux. La question, c'est d'avoir des réformes qui soient suffisamment explicitées devant les Français, dont les débats soient de qualité pour pouvoir expliquer les choses. Marc Fesneau, est-ce que la crise des Gilets jaunes, les manifestations qu'on a connues depuis des mois ont retardé l'action gouvernementale, fait qu'il peut y avoir embouteillage? Non, vous regarderez à rebours, maintenant on peut le faire un bilan. Le bilan de ce que nous avons fait entre le mois de décembre et le mois de mai-juin, période où le 25 avril, la date de la conférence de presse du président de la République, et vous en parlerez avec les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'ai pas l'impression qu'on ait chômé. Le texte santé, le texte fonction publique, le texte sur les mobilités, tout ça, ça a navigué, si je peux dire, sans faire de jeu de mots, sur les mobilités, pendant une période où on pouvait nous dire qu'il ne fallait pas trop avancer. Je ne crois pas que le calendrier parlementaire ait été du tout détendu au moment de la crise des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, nous aurions fait défaut à nous-mêmes, puisqu'une partie des réponses, je pense à la question de la désertification médicale, je pense à la question des mobilités, elle trouve sa réponse, en tout cas en partie sa réponse, dans les lois que je viens d'énumérer. Donc je ne crois pas que nous soyons dans une phase où nous rattrapions un retard. Nous avons déroulé un programme législatif qui a été assez dense, y compris depuis la crise des Gilets jaunes. Alors, on va parler des lois bioéthiques qui contiennent la PMA pour toutes, entre autres, puisque là aussi c'est un texte vaste. Elle sera présentée au Conseil des ministres le 26 juillet. Éric Woerth disait hier que vous en faites un outil politique pour diviser les oppositions. Qu'est-ce que vous répondez? Non, pas du tout. D'ailleurs, la volonté du président de la République et du Premier ministre, c'est d'entrer dans le débat avec autant de sérénité que possible. Nous n'en faisons pas un porte-étendard quelconque. C'est un engagement de campagne du président de la République. C'est une évolution que chacun a pu mesurer et mesurer nécessaire pour un certain nombre de Français. Et donc, on ne compte pas du tout en faire un porte-étendard. Il faudra que le débat se déroule. Le débat se déroule. D'ailleurs, la ministre Buzyn, hier, dans un journal, a annoncé la volonté qu'elle avait de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir le faire avec le respect des positions des uns et des autres. Il me semble que l'entrée en matière n'est pas du tout celle d'un porte-étendard ou d'une opposition que nous voudrions ouvrir les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Et pour tout vous dire, M. Woerth a raison. Dans les groupes, il y a des opinions de nature différente et ce n'est pas une question d'opposition et majorité. Il me semble que dans chaque groupe, il y a des gens qui, en conscience, portent un regard différent sur tel ou tel sujet et pas seulement sur la PMA. Y compris dans la majorité, est-ce qu'il y a un risque de division? Mais il n'y a pas de risque de division quand on se respecte et quand on sait le texte qu'on veut poser. Le risque de division, il est parfois sur des fractures personnelles, sur le fait que certains puissent, comment dirais-je, avec leurs convictions y aller un peu fort. Mais il n'y a pas de risque de division en tant que tel. On est sur des questions éthiques. Un mot sur une autre réforme, la réforme constitutionnelle. On n'y voit plus très clair sur le calendrier. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement? Elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement. Le Premier ministre et le Président de la République ont posé clairement les choses. D'ailleurs, le Président du Sénat aussi, au fond. On voit bien les points d'accord que nous avons aujourd'hui, en particulier sur le sujet constitutionnel. Et on voit bien le point de désaccord qui existe encore aujourd'hui. Sur le projet de loi organique, sur la réduction du nombre de parlementaires en particulier. Le Président Larcher, à juste titre, à mon sens, a dit que c'était un tout. La révision constitutionnelle, le projet de loi organique, le projet de loi ordinaire qui vise, lui, à introduire une part de proportionnel. Et donc, on a encore un travail à faire. Je trouve que les positions ont convergé. À la même époque, l'an dernier, il me semble que nous étions plus éloignés. Comme vous l'avez dit, vous êtes issu du MoDem. La proportionnelle, c'est une revendication historique de votre parti. Là-dessus, vous entendez ne pas lâcher? Oui, c'est pas seulement une revendication. Quel est le pourcentage le pourcentage qui est posé sur la table est un pourcentage à 20% dans le texte qui sera présenté. C'est pas une question du MoDem. C'est une question de faire en sorte que les différents courants de la vie politique française soient représentés, de trouver le juste dosage qui permette à la fois une stabilité au sein de l'Assemblée nationale, parce que la Ve République, sa solidité, c'est aussi sa stabilité, et en même temps qui permettent une représentation des courants, et le débat naîtra. Et puis vous voyez bien que c'est pas la même chose, une proportionnelle à 20% sur 577 députés, une proportionnelle à 15% corrective sur 450. Vous voyez, il y a des tas d'options qui sont encore discutables et qui seront discutées, j'en doute pas.